Bienvenue à un tout nouvel enregistrement de livre audio par Alternative Socialiste. Aujourd'hui, on continue dans la section Théorie formation d'Alternative Socialiste. On est tout le temps dans le premier onglet Introduction au marxisme. Et aujourd'hui, on va faire le texte Karl Marx, brève notice biographique comportant un exposé du marxisme écrit par Lénine. Donc, à la table des matières, on a biographie, la doctrine de Marx, le matérialisme philosophique, la dialectique, la conception matérialiste de l'histoire, la lutte des classes, la doctrine économique de Marx, la valeur, la plus-valeur, le socialisme, la tactique de la lutte de classe du prolétariat. Alors, comme toujours, ces écrits sont disponibles sur marxist.org. Ils sont disponibles en français et en anglais. Et moi, je préfère ouvrir une version en PDF pour simplement avoir le texte en totalité de haut en bas. Donc, ce texte est fait de juillet à novembre 1914 par Lénine, paru pour la première fois en 1915 dans le Dictionnaire encyclopédique Granat, 7e édition, tome 28, conforme au manuscrit, collationné avec le texte de la brochure édité en 1918. Préface. Karl Marx naquit le 5 mai 1818 à Trèves, Prusse rhénane. Son père, un avocat israélite, se convertit en 1824 au protestantisme. Aisé et cultivé, sa famille n'était pas révolutionnaire. Après avoir terminé le lycée de Trèves, Marx entra à l'université de Bonn, puis à celle de Berlin. Il y étudia le droit, mais surtout l'histoire et la philosophie. En 1841, il achevait ses études en soutenant une thèse de doctorat sur la philosophie d'Épicure. À cette époque, ses conceptions faisaient encore de Marx un idéaliste hegelien. À Berlin, il fit partie du cercle des hegeliens de gauche entre guillemets, ouverture de parenthèse, comprenant entre autres Bruno Bauer, fermeture de parenthèse, qui cherchait à tirer de la philosophie de Hegel des conclusions athées et révolutionnaires. Note rapide que Hegel ici est bien H-E-G-E-L, qu'on différencie de Engels qui est bien E-N-G-E-L-S. Deux personnages bien différents, mais importants dans l'étude du marxisme. À sa sortie de l'université, Marx se fixa à Bonn, où il comptait devenir professeur, mais la politique réactionnaire d'un gouvernement qui avait retiré sa chaire à Ludwig Feuerbach en 1832 lui avait de nouveau refusé l'accès à l'université en 1836 et, en 1841, avait interdit au jeune professeur Bruno Bauer de donner des conférences à Bonn, obligeant Marx à renoncer à une carrière universitaire. À cette époque, le développement des idées de l'hégélianisme de gauche faisait de très rapides progrès en Allemagne. Ludwig Feuerbach commence, surtout à partir de 1836, à critiquer la théorie et à s'orienter vers le matérialisme qui, en 1841, l'emporte chez lui entièrement. Ouverture de parenthèse, essence du christianisme, fermeture de parenthèse. En 1843 paraissent ces principes de la philosophie de l'avenir. On ouvre les guillemets, il faut avoir éprouvé soi-même l'action libératrice, fermeture de guillemets, de ses livres, écrivait plus tard Engels à propos de ses ouvrages de Feuerbach. On ouvre les guillemets, nous, c'est-à-dire les hégéliens de gauche, Marx y compris, fûmes tous d'emblée des Feuerbachiens, fermeture de guillemets. À cette époque, les bourgeois radicaux de Rhénanie, qui avaient certains points de contact avec les hégéliens de gauche, fondèrent à Cologne un journal d'opposition, la Gazette rhénane, qui parut à partir du 1er janvier 1842. Marx et Bruno Bauer y furent engagés comme principaux collaborateurs et, en octobre 1842, Marx en devint le rédacteur en chef. Il quitta alors Bonn pour Cologne. Sous la direction de Marx, la tendance démocratique révolutionnaire du journal s'affirma de plus en plus, et le gouvernement, après avoir soumis le journal à une double et même triple censure, décida ensuite, le 1er avril 1843, de le suspendre complètement. À cette date, Marx se vit obligé de quitter son poste de rédacteur, mais son départ ne sauva pas le journal, qui fut interdit en mars 1843. Au nombre des articles les plus importants que Marx publia dans la Gazette rhénane, en plus de ceux qui sont indiqués plus loin, voire bibliographie, Engels cite un article sur la situation des vignerons de la vallée de la Moselle. Son activité de journaliste avait montré à Marx que ses connaissances en économie politique étaient insuffisantes. Aussi se mit-il à étudier cette discipline avec ardeur.
En 1843, Marx épousa à Kreuznach Jenny von Westphalen, une amie d'enfance à laquelle il s'était fiancé alors qu'il poursuivait encore ses études. Sa femme était issue d'une famille aristocratique réactionnaire de Prusse. Le frère aîné de Jenny von Westphalen fut ministre de l'Intérieur en Prusse à l'une des époques les plus réactionnaires, entre 1850 et 1858. À l'automne 1843, Marx se rendit à Paris pour éditer à l'étranger une revue radicale avec Arnold Ruge, qui vécut de 1802 à 1880, hegelien de gauche, emprisonné de 1825 à 1830 et émigré après 1848, bismarckien après 1866 jusqu'à 1870. Donc ça, c'était le résumé de Arnold Ruge. Seul parut le premier fascicule de cette revue intitulée « Les Annales franco-allemandes », dont la publication s'arrêta par suite de difficultés de diffusion clandestine en Allemagne et de divergences avec Ruge. Dans ses articles publiés par cette revue, Marx nous apparaît déjà comme un révolutionnaire qui proclame la critique implacable de tout ce qui existe, et en particulier la critique des armes, et fait appel aux masses et au prolétariat. En septembre 1844, Friedrich Engels vint à Paris pour quelques jours et devint dès lors l'ami le plus intime de Marx. Tous deux prirent part à la vie intense qui était à l'époque celle des groupes révolutionnaires de Paris. Particulièrement importante était alors la doctrine de Proudhon, à qui Marx régla catégoriquement son compte dans Misère de la philosophie, paru en 1847. Note personnelle, Misère de la philosophie est un bon texte, mais il faut quand même être familier avec les écrits de Marx et les écrits économiques de l'époque pour pouvoir s'y repérer. J'ai moi-même essayé de le lire et sans vraiment avoir lu Proudhon ou sans vraiment avoir lu, mettons, d'autres économistes de l'époque, comme La main libre du marché par Adam Smith, c'est un peu difficile, j'ai trouvé, de tout comprendre les références, parce que le texte de Marx, La misère de la philosophie, est une réplique à La misère de quelque chose d'autre paru par Proudhon, et donc, il fait des critiques à des passages spécifiques du texte de Proudhon. C'est un texte qui est quand même difficile. Bref, pas le lire en premier si on veut se familiariser avec Marx et qu'on commence du début. Et, combattant avec âpreté les diverses doctrines du socialisme petit bourgeois, ils élaborèrent la théorie et la tactique du socialisme prolétarien révolutionnaire ou communisme, entre parenthèses marxisme. Voir plus loin, dans les bibliographies, les œuvres de Marx à cette époque, de 1844 à 1848. En 1845, sur la requête du gouvernement prussien, Marx fut expulsé de Paris comme révolutionnaire dangereux. Il s'installa à Bruxelles. Au printemps 1847, Marx et Engels s'affilièrent à une société secrète, la Ligue des communistes, et jouèrent un rôle de premier plan au deuxième congrès de cette Ligue, Londres, novembre 1847. À la demande du Congrès, ils rédigèrent le célèbre Manifeste du Parti communiste, publié en février 1848. Cet ouvrage expose avec une clarté et une vigueur remarquables la nouvelle conception du monde, le matérialisme conséquent étendu à la vie sociale, la dialectique, science la plus vaste et la plus profonde de l'évolution, la théorie de la lutte des classes et du rôle révolutionnaire dévolu dans l'histoire mondiale au prolétariat, créateur d'une société nouvelle, la société communiste. Lorsqu'éclata la révolution de février 1848, Marx fut expulsé de Belgique. Il revint à Paris qu'il quitta après la révolution de mars, pour retourner en Allemagne et se fixer à Cologne. C'est là que parut, du 1er juin 1848 au 19 mai 1849, la Nouvelle Gazette rhénane dont Marx fut rédacteur en chef. La théorie nouvelle se trouva brillamment confirmée par le cours des événements révolutionnaires de 1848 et 49, et ensuite par tous les mouvements prolétariens et démocratiques dans tous les pays du monde. La contre-révolution victorieuse traduisit Marx en justice. Il fut acquitté le 9 février 1849, puis l'expulsa de l'Allemagne le 16 mai 1849. Il se rendit d'abord à Paris, d'où il fut également expulsé après la manifestation du 13 juin 1849, puis à Londres, où il vécut jusqu'à la fin de ses jours.
Les conditions de cette vie d'immigré étaient extrêmement pénibles, comme le révèle clairement la correspondance entre Marx et Engels, éditée en 1913. Marx et sa famille étaient écrasés par la misère, sans l'appui financier constant et dévoué d'Engels. Non seulement Marx n'aurait pu achever le Capital, mais ils auraient même fatalement succombé à la misère. Entre autres, les doctrines et les courants prédominants du socialisme petit bourgeois, du socialisme non prolétarien en général, obligeaient à Marx à mener en permanence une lutte implacable, à parer parfois les attaques personnelles les plus furieuses et les plus odieuses. On met en parenthèse ici R. Vogt. Se tenant à l'écart des cercles d'émigrés, Marx élabora dans une série de travaux historiques, voire bibliographie, sa théorie matérialiste, en s'appliquant surtout à l'étude de l'économie politique. Il révolutionna cette science, voire plus loin la doctrine de Marx. Dans ses ouvrages Contribution à la critique de l'économie politique, paru en 1859, et Le Capital, livre 1, paru en 1867. La recrudescence des mouvements démocratiques, à la fin des années 50 et dans les années 60, amena Marx à reprendre une activité pratique. En 1864, le 28 septembre, fut fondée à Londres la célèbre Première internationale, l'Association internationale des travailleurs. Marx en était l'âme. Il est également l'auteur de sa première adresse et d'un grand nombre de résolutions, de déclarations et de manifestes. En unissant le mouvement ouvrier de divers pays, en cherchant à orienter dans la voie d'une activité commune les différentes formes du socialisme non prolétarien, pré-marxiste, comme par exemple Mazzini, Proudhon, Bakounine, le trade unionisme libéral anglais, les oscillations vers la droite des Lassalliens en Allemagne, etc. En combattant les théories de toutes ces sectes et écoles, Marx forgea une tactique unique pour la lutte prolétarienne de la classe ouvrière dans les divers pays. Après la chute de la Commune de Paris, en 1871, dont il donna une appréciation révolutionnaire si profonde, si juste, si brillante et si efficace, la guerre civile en France 1871, ça c'est l'œuvre de Marx, et à la suite de la scission de l'Internationale provoquée par les bakouninistes, il fut impossible à cette dernière de subsister en Europe. Après le congrès de l'Internationale à La Haye en 1872, Marx fit accepter le transfert du Conseil général de l'Internationale à New York. La Première Internationale avait accompli sa mission historique et cédait la place à une époque de croissance infiniment plus considérable du mouvement ouvrier dans tous les pays, caractérisé par son développement en extension, par la formation de partis socialistes ouvriers de masse dans les cadres des différents États nationaux. Son activité intense dans l'Internationale et ses travaux théoriques qui exigeaient des efforts plus intenses encore, ébranlèrent définitivement la santé de Marx. Il continua à renouveler l'économie politique et à rédiger le Capital, en rassemblant une foule de documents nouveaux et en étudiant plusieurs langues, le russe par exemple. Mais la maladie l'empêcha de terminer le Capital. Note personnelle, c'est pour ça que le tome 3 de Mémoire du Capital n'est pas achevé. C'est une série de manuscrits, mais malheureusement, Marx n'a pu que faire le travail qu'il a réussi à faire de son vivant. Continuons. Le 2 décembre 1881, sa femme mourut. Le 14 mars 1883, Marx s'endormit paisiblement dans son fauteuil du dernier sommeil. Il fut enterré avec sa femme au cimetière de Highgate à Londres. Plusieurs enfants de Marx moururent tout jeunes à Londres, alors que la famille souffrait d'une grande misère. Ses 3 filles épousèrent des socialistes d'Angleterre et de France. Ce sont Eleanor Eveling, Laura Lafargue et Jenny Longuet, dont le fils est membre du Parti socialiste français. La doctrine de Marx. Le marxisme est le système des idées et de la doctrine de Marx. Marx a continué et parachevé de façon géniale les 3 principaux courants d'idées du 19e siècle, qui appartiennent aux 3 pays les plus avancés de l'humanité, la philosophie classique allemande, l'économie politique classique anglaise et le socialisme français, liés aux doctrines révolutionnaires françaises en général. La logique et l'unité remarquable des idées de Marx, qualité reconnue même par ses adversaires, dont l'ensemble constitue le matérialisme et le socialisme scientifique contemporain en tant que théorie et programme du mouvement ouvrier de tous les pays civilisés, nous oblige à faire précéder l'exposé du contenu essentiel du marxisme
la doctrine économique de Marx, d'un bref aperçu de sa conception générale du monde. Nouvelle section, le matérialisme philosophique. Depuis 1844 et 1845, époque où se formèrent ses idées, Marx était matérialiste. Il subit en particulier l'influence de L. Feuerbach, dont les seules faiblesses, à ses yeux, résidaient dans l'insuffisance de logique et d'ampleur de son matérialisme. Pour Marx, l'importance historique de Feuerbach, qui fit époque, entre guillemets, tenait à sa rupture décisive avec l'idéalisme de Hegel et à son affirmation du matérialisme. Celui-ci, dès le XVIIIe siècle, notamment en France, ne fut pas seulement une lutte contre les institutions politiques existantes, ainsi que contre la religion et la théologie, mais contre toute métaphysique, prise dans le sens, entre guillemets, en parenthèse, prise dans le sens de spéculation enivrée, par opposition à la philosophie raisonnable. La Sainte Famille dans le Literarischer Nachschlag. Je ne sais pas comment prononcer ça malheureusement. Pour Hegel, écrivait Marx, le mouvement de la pensée, qu'il personnifie sous le nom de l'idée, est le démiurge, le créateur de la réalité. Pour moi, au contraire, le mouvement de la pensée n'est que le reflet du mouvement réel, transporté et transposé dans le cerveau de l'homme. Écrit dans Le Capital, livre 1, postface de la 2e édition. En parfait accord avec cette philosophie matérialiste de Marx, Friedrich Engels, en l'exposant dans L'Anti-Dühring, dont Marx avait lu le manuscrit, écrivait « L'unité du monde ne consiste pas en son être. L'unité réelle du monde consiste en sa matérialité. Et celle-ci se prouve par un long et laborieux développement de la philosophie de la science de la nature. Le mouvement est le mode d'existence de la matière. Jamais et nulle part il n'y a eu de matière sans mouvement. Il ne peut y en avoir. Mais si l'on demande ensuite ce que sont la pensée et la conscience et d'où elles viennent, on trouve qu'elles sont les produits du cerveau humain et que l'homme est lui-même un produit de la nature, qui s'est développé dans et avec son milieu. D'où il résulte naturellement que les productions du cerveau humain, qui en dernière analyse sont aussi des produits de la nature, ne sont pas en contradiction, mais en conformité avec l'ensemble de la nature. Hegel était idéaliste, ce qui veut dire qu'au lieu de considérer les idées de son esprit comme le reflet dans l'original, Abilder, parfois Engels parle de reproduction, plus ou moins abstrait des choses et des processus réels, il considérait à l'inverse les objets et leur développement comme de simples copies réalisées de l'idée, entre guillemets, existant on ne sait où, dès avant le monde. Fin de la citation. Dans son Ludwig Feuerbach, livre où il expose ses propres idées et celles de Marx sur la philosophie de Feuerbach, et qu'il n'envoya à l'impression qu'après avoir relu encore une fois le vieux manuscrit de 1844 et 1845, écrit en collaboration avec Marx sur Hegel, Feuerbach et la conception matérialiste de l'histoire, Engels écrit, et je prends une petite gorgée d'eau. Engels écrit « La grande question fondamentale de toute philosophie, et spécialement de la philosophie moderne, est celle du rapport de la pensée à l'être, de l'esprit à la nature, la question de savoir quel est l'élément primordial, l'esprit ou la nature, selon qu'ils répondaient de telle ou telle façon à cette question, les philosophes se divisaient en deux grands camps. Ceux qui affirmaient le caractère primordial de l'esprit par rapport à la nature et qui admettaient par conséquent, en dernière instance, une création du monde de quelques espèces que ce fût, formaient le camp de l'idéalisme. Les autres, qui considéraient la nature comme l'élément primordial, appartenaient aux différentes écoles du matérialisme. Fin de la citation. Tout autre emploi des notions d'idéalisme et de matérialisme, au sens philosophique, ne fait que créer la confusion. Marx repoussait catégoriquement non seulement l'idéalisme, toujours lié d'une façon ou d'une autre à la religion, mais aussi le point de vue particulièrement répandu de nos jours de Hume et de Kant, l'agnosticisme, le criticisme, le positivisme sous leurs différents aspects, considérant ce genre de philosophie comme une concession réactionnaire, entre guillemets, à l'idéalisme et, dans le meilleur des cas, comme
une façon honteuse d'accepter le matérialisme en cachette tout en le reniant publiquement, entre guillemets. Voyez à ce propos, outre les ouvrages d'Engels et de Marx que nous venons de citer, la lettre de Marx à Engels en date du 12 décembre 1868, où il parle d'une intervention du célèbre naturaliste T. Huxley. Constatant que ce dernier s'est montré, entre guillemets, plus matérialiste que d'ordinaire et a reconnu que tant que, on ouvre les guillemets, nous observons et pensons réellement, nous ne pouvons jamais sortir du matérialisme, fin du guillemet, Marx lui reproche d'avoir, ouverture des guillemets, ouvert une porte dérobée, fin des guillemets, à l'agnosticisme et à la théorie de Hume, ou Hume. Il importe surtout de retenir l'opinion de Marx sur le rapport entre la liberté et la nécessité, on ouvre les guillemets. La nécessité n'est aveugle que dans la mesure où elle n'est pas comprise. La liberté est l'intellection de la nécessité, fermez guillemets, du texte Anti-Düring de Engels. Autrement dit, elle consiste à reconnaître l'existence de lois objectives de la nature et la transformation dialectique de la nécessité en liberté, de même que la transformation de la chose en soi, non connue, mais connaissable, en une chose pour nous, de l'essence des choses en phénomène. Et est-ce que j'ai des commentaires à faire là-dessus? Non, j'ai perdu mon fil d'idée. Je voulais faire une note en plein milieu du paragraphe, mais j'ai perdu ma pensée. Matérialisme, idéalisme, différents types d'idéalisme, différents types de matérialisme. Bref. Ah, oui. Ben, vous laisserez dans les commentaires votre opinion là-dessus, mais j'ai l'impression que quand Marx parle des lois de la pensée, au début, on peut penser à, par exemple, les lois du gouvernement, c'est illégal et illégal. Après ça, t'as les lois de la physique, mais je pense que de la manière de le voir, c'est plus proche des lois de la physique, dans le sens que c'est pas que les lois vont dicter exactement ce que les pensées vont être, c'est que peu importe les pensées qui vont se développer, devront obéir d'une manière à une autre à ces lois-là. Et donc, il faut commencer par connaître les éléments nécessaires pour que les lois soient suivies, pour ensuite analyser la pensée, ou, à l'inverse, analyser la pensée tout en gardant en tête qu'éventuellement, il va falloir se rendre aux lois. Plus spécifiquement, en termes d'exemple, on peut penser que pour que l'Église affiche telle ou telle croyance, l'Église doit maintenir une certaine relation avec les moyens de production dans une société capitaliste, avec les capitalistes, et donc l'État capitaliste. L'Église ne peut pas simplement aller contre l'État et aller contre les capitalistes, au point où est-ce que l'État et les capitalistes coupent le support matériel de l'Église. Donc, on peut lire dans les déclarations de l'Église, dans son comportement normal de tous les jours, qu'on peut lire que ce comportement-là va, d'une certaine manière, dans l'intérêt des capitalistes derrière. Donc, ça, c'est un exemple de comment est-ce qu'on part d'un comportement observable, le discours de l'Église sur un certain sujet, pour en arriver à penser à comment est-ce que ce comportement-là vient garder la relation positive et productive avec les capitalistes et son État bourgeois. Donc, on peut faire des liens comme ça. Je ne sais pas si c'est clair, probablement pas tant que ça, mais bref, clarifier Marx, c'est comme un art qui n'a jamais fini d'être fini. Continuons. Selon Marx et Engels, le défaut essentiel de, entre guillemets, l'ancien, entre guillemets, matérialisme, y compris celui de Feuerbach, en parenthèse, et à plus forte raison du matérialisme, guillemets, vulgaire, guillemets, de Büchner Vogt Moleschott, ou peu importe comment on prononce, on ferme la parenthèse, tenait au fait que, 2 points. Numéro 1. Ce matérialisme était, entre guillemets, essentiellement mécaniste, on ferme les guillemets, et ne tenait pas compte du développement moderne de la chimie et de la biologie. En parenthèse, de nos jours, il conviendrait d'ajouter encore de la théorie électrique de la matière. Ferme la parenthèse. Numéro 2. L'ancien matérialisme n'était ni historique ni dialectique, parenthèse, mais métaphysique dans le sens d'antidialectique, ferme la parenthèse, et n'appliquait pas le point de vue de l'évolution d'une façon systématique et généralisée.
Numéro 3, il concevait l'être humain, entre guillemets, comme une abstraction et non comme, entre guillemets, l'ensemble de tous les rapports sociaux, fermeture des guillemets, ouverture des parenthèses, concrètement déterminés par l'histoire, fermeture des parenthèses, et ne faisait par conséquent que, ouvre les guillemets, interpréter, fermez les guillemets, le monde alors qu'il s'agissait de le, entre guillemets, transformer. C'est-à-dire qu'il ne saisissait pas la portée de, entre guillemets, l'activité pratique révolutionnaire. Donc, au lieu de voir comme abstraction l'être humain, on le voit comme l'ensemble de tous les rapports sociaux. Donc, c'est comment est-ce qu'on mesure, comment est-ce qu'on observe, comment est-ce qu'on décrit l'être humain, entre guillemets. Bon, on peut observer les rapports sociaux, on peut décrire les rapports sociaux, tandis qu'une abstraction, ça vient d'où? Ben, c'est ça. L'abstraction vient de la matérialité. La dialectique. Marx et Engels voyaient dans la dialectique de Hegel, doctrine la plus vaste, la plus riche et la plus profonde de l'évolution, une immense acquisition de la philosophie classique allemande. Tout autre énoncé du principe du développement, de l'évolution, leur paraissait unilatéral, pauvre, déformant et mutilant la marche réelle de l'évolution, souvent marquée de bonds, de catastrophes, de révolutions, dans la nature et dans la société, entre guillemets. Marx et moi, nous fûmes sans doute à peu près seuls à sauver de l'idéalisme, l'hégélianisme y compris, la dialectique consciente pour l'intégrer dans la conception matérialiste de la nature. On ferme la citation, on en ouvre une autre. La nature est le banc d'essai de la dialectique et nous devons dire à l'honneur de la science moderne de la nature qu'elle a fourni pour ce banc d'essai une riche moisson de faits. On ouvre des parenthèses. Cela a été écrit avant la découverte du radium, des électrons, de la transformation des éléments, etc. Point d'exclamation. Ferme la parenthèse, qui s'accroît tous les jours en prouvant ainsi que dans la nature les choses se passent, en dernière analyse, dialectiquement et non métaphysiquement. Moi, quand on dit métaphysiquement, on va le décrire plus tard, bien sûr, mais moi, j'imagine juste une ligne droite qui n'arrête jamais. C'est comme la vision... on va faire une corrélation. Donc, c'est la vision corrélative de l'évolution des choses. Tandis que dialectiquement, ça peut aller vers l'avant, vers l'arrière, rapide, lent, rebrousser chemin, ça peut arrêter, ça peut mourir. Bref, ça nous donne beaucoup plus d'options d'observation et de compréhension. On cite « La grande idée fondamentale, écrit Engels, selon laquelle le monde ne doit pas être considéré comme un complexe de choses achevées, mais comme un complexe de processus où les choses, en apparence stables, tout autant que leur reflet intellectuel dans notre cerveau, les idées, passent par un changement ininterrompu de devenir et dépérissement, cette grande idée fondamentale a, notamment depuis Hegel, pénétré si profondément dans la conscience courante qu'elle ne trouve, sous cette forme générale, presque plus de contradiction. Mais la reconnaître en parole et l'appliquer dans la réalité en détail à chaque domaine soumis à l'investigation sont deux choses différentes. On finit la citation et on en commence une nouvelle. Il n'y a rien de définitif, d'absolu, de sacré devant elle. Entre parenthèses, la philosophie dialectique, fermeture de parenthèse. Elle montre la caducité de toute chose et en toute chose. Et rien n'existe pour elle que le processus ininterrompu du devenir et du transitoire, de l'ascension sans fin de l'inférieur au supérieur, dont elle n'est elle-même que le reflet dans le cerveau pensant. Fermeture de la citation. Donc, selon Marx, la dialectique est, ouverture de la citation, la science des lois générales du mouvement, tant du monde extérieur que de la pensée humaine. Fin de la citation. C'est cet aspect révolutionnaire de la philosophie de Hegel que Marx adopta et développa. Le matérialisme dialectique, ouverture de la citation, n'a que faire d'une philosophie placée au-dessus des autres sciences, fermeture de la citation. La partie de l'ancienne philosophie qui subsiste, c'est, citation, la doctrine de la pensée et de ses lois, la logique formelle et la dialectique, fin de la citation. Or, dans la conception de Marx, comme dans celle de Hegel, la dialectique inclut ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de la connaissance ou gnoséologie, qui doit considérer son objet également au point de vue historique, en étudiant et en généralisant l'origine et le développement de la connaissance, le passage de l'ignorance à la connaissance.
À notre époque, l'idée du développement, de l'évolution, a pénétré presque entièrement la conscience sociale, mais par d'autres voies que la philosophie de Hegel. Cependant, cette idée, telle que l'ont formulée Marx et Engels en s'appuyant sur Hegel, est beaucoup plus vaste et plus riche du contenu que l'idée courante de l'évolution. Un développement qui semble reproduire des stades déjà connus, mais sous une autre forme, à un degré plus élevé. Entre parenthèses, la négation de la négation. Fermeture de la parenthèse. Un développement, pour ainsi dire, en spirale et non en ligne droite. Un développement par bond, par catastrophe, par révolution. Citation. Par solution de continuité. Fermeture de la citation. La transformation de la quantité en qualité, les impulsions internes du développement provoquées par la contradiction, le choc des forces et tendances diverses agissant sur un corps donné, dans le cadre d'un phénomène donné ou au sein d'une société donnée. L'interdépendance et la liaison étroite, indissoluble de tous les aspects de chaque phénomène, en parenthèse, et ces aspects, l'histoire en fait apparaître sans cesse de nouveau, fermeture de la parenthèse. Liaison qui détermine le processus universel du mouvement, processus unique, régi par des lois, tels sont certains des traits de la dialectique, Antari que doctrine de l'évolution plus riche de contenu, entre parenthèses, que la doctrine usuelle, ferme la parenthèse, on en ouvre une autre, voir la lettre de Marx à Engels en date du 8 janvier 1868, où il se moque des, entre guillemets, trichotomies rigides de Stein, qu'il serait absurde de confondre avec la dialectique matérialiste. Fermeture de la parenthèse. Nouvelle section, la conception matérialiste de l'histoire. Se rendant compte que l'ancien matérialisme était inconséquent, incomplet et unilatéral, Marx conclut qu'il fallait mettre la société, on part une citation, mettre la science de la société en accord avec la base matérialiste et la reconstruire en s'appuyant sur elle, fin de la citation. Si, d'une manière générale, le matérialisme explique la conscience par l'être et non l'inverse, cette doctrine, appliquée à la société humaine, exigeait qu'on expliquât la conscience sociale par l'être social. Citation. La technologie, dit Marx, met à nu le mode d'action de l'homme vis-à-vis de la nature, le procès de production de sa vie matérielle et, par conséquent, l'origine des rapports sociaux et des idées ou conceptions intellectuelles qui en découlent. Fin de la citation. Parenthèse, Le Capital, livre 1, ferme la parenthèse. On trouve une formulation complète des thèses fondamentales du matérialisme appliquées à la société humaine et à son histoire dans la préface de Marx à son ouvrage « Contribution à la critique de l'économie politique », où il s'exprime comme suit. On ouvre une citation. « Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté, rapports de production qui correspondent à un degré de développement déterminé de leur force productive matérielle. L'ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société. » Je vais reprendre ça. L'ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société. Je suis désolé, c'est parce que le « la » a un accent sur le « a », ce qui est un « la » qui pointe vers un endroit, mais c'est « la » utilisé comme un déterminant, donc c'est pour ça que j'ai de la misère à aller. Bref, je continue. Constitue la structure économique de la société, la base concrète sur laquelle s'élève une superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminées. Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale, politique et intellectuelle en général. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. Notre personnel et bien sûr l'être social est déterminé par le contexte matériel historique. Fin de ma parenthèse personnelle. À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants. Je vous rappelle bien sûr que les forces productives, c'est les machines et les ouvriers, tandis que les rapports de production, c'est les relations sociales, les lois, le type de marché, le type d'échange, l'hégémonie internationale, l'impérialisme et tout ça. Ou ce qui n'en est que l'expression juridique avec les rapports de propriété au sein desquels elle s'était mue jusqu'alors, de formes de développement des forces productives
qu'ils étaient, ces rapports en deviennent des entraves. Alors s'ouvre une époque de révolution sociale. Donc, ainsi pour dire, les moyens de production évoluent, on produit de plus en plus, ce qui change la société, et à un certain moment donné, ces changements-là deviennent une contradiction contre les relations de production qui gouvernaient les rapports, non, ça c'est les rapports, c'est les productions, les forces productives, et voilà, ou les moyens de production. Fait que quand cette contradiction-là arrive, ben c'est là qu'il y a un problème. Je donne un exemple. On crée des voitures qui génèrent du CO2. Au début, il n'y a aucun problème. On fait 100 voitures, 1000 voitures, 100 000 voitures, 1 million de voitures. Yes, sir, tout va bien. Mais à un moment donné, en termes de contexte de changement climatique, on se rend compte que notre production accélérée de plus en plus d'automobiles engendre la contradiction d'avoir une planète qui ne peut plus absorber le CO2 créé par la voiture individuelle. Et donc là, on a une contradiction entre les relations sociales, donc toute la société et la culture qui nécessitent, dans plusieurs cas, d'avoir une voiture, et les moyens de production où est-ce qu'on est capable de produire des choses comme des voitures à un rythme incroyable. Donc, même si on est capable de produire quelque chose, ça ne veut pas dire que on doit le produire. Puis sur le capitalisme, on veut que produire des choses à l'infini pour les vendre, mais la planète étant une propriété qui n'est pas infinie, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir dire non à notre production, dire non au profit pour la survie de l'être humain sur la planète et notre développement futur. Mais ça, dire non au profit, ça vient contre justement notre société capitaliste actuelle qui maximise et priorise le profit avant tout. Donc, c'est là que notre capacité de production vient mettre des limites puis vient causer des contradictions. Fait que c'est comme, je l'explique rapidement, là, puis bref. Peut-être que j'aurais pu clarifier cet exemple-là, mais c'est cette idée-là que le développement des forces productives engendre des contradictions dans les relations de production. Je dis ça parce que personnellement, ça a été long avant que je puisse comprendre exactement comment ça fonctionnait. En tout cas, bref, continuons. Le changement dans la base économique bouleverse plus ou moins rapidement toute l'énorme superstructure. Notre personnel, superstructure, c'est la société qui s'est bâtie autour des moyens de production, des machines, des méthodes, des outils et tout ça. Donc, autour, si on revient à l'automobile, ben, on a la capacité de faire des automobiles qui se traduit en besoin de faire des automobiles, besoin de faire des cours de conduite, besoin de vendre des voitures un peu partout et à la télé, besoin d'avoir des routes, des lumières rouges, des lois, des limites de vitesse, des policiers pour donner des amendes, mais aussi créer une culture de consommation de voitures, créer la radio qui se fait jouer dans les automobiles des gens qui vont dans le trafic, créer le trafic, bref. Fait que la voiture engendre des changements de la société, mais les changements de la société qui émanent de la capacité de faire des voitures, c'est la superstructure, tandis que la structure elle-même ou la base qu'on dit, c'est la base économique, les choses qu'on produit, comment qu'on les produit, etc. Ce qu'on fait avec, ça c'est la superstructure. Lorsqu'on considère de tels bouleversements, il faut toujours distinguer entre le bouleversement matériel, qu'on peut constater d'une manière scientifiquement rigoureuse, des conditions de production économique et les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques, bref, les formes idéologiques, sous lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le mènent jusqu'au bout. Pas plus qu'on ne juge un individu sur l'idée qu'il se fait de lui-même, on ne saurait juger une telle époque de bouleversement sur sa conscience de soi. Il faut, au contraire, expliquer cette conscience par les contradictions de la vie matérielle, par le conflit qui existe entre les forces productives sociales et les rapports de production. À grands traits, les modes de production asiatiques, antiques, féodales et bourgeois modernes peuvent être qualifiés d'époque progressive de la formation sociale économique. Ouvre parenthèse, voir la brève formule que Marx donne dans sa lettre à Engels en date du 7 juillet 1866. 1866. Citation, notre théorie de la détermination de l'organisation du travail par les moyens de production. Fin de la citation, fin de la parenthèse. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici, c'est que à un moment donné, les relations de production des bourgeois étaient en contradiction avec les relations de production du Moyen Âge, de la nobilité, des rois et des reines, etc. Et le développement des forces productives ne pouvait se faire qu'à travers une révolution, qu'à travers la destruction
des gouvernements du Moyen Âge, de l'ère féodale, pour donner place, pour donner de l'espace, pour que les capitalistes prennent cet espace-là, prennent le contrôle des sociétés, des gouvernements, pour fabriquer une superstructure qui allait satisfaire leur contrôle sur la production. Mais aujourd'hui, on est rendu à la limite du capitalisme, où est-ce que le capital n'est plus en contrôle dans le but d'avoir une évolution vers l'avant, une amélioration, un gain de productivité de nos forces productives. Maintenant, on est au stade où est-ce qu'on produit tellement qu'on gaspille notre production, et ce gaspillage-là nous cause des problèmes existentiels, puis une menace réelle, mortelle à notre civilisation. Vous voyez le genre. Et donc, si à un moment donné, la bourgeoisie représentait un courant social progressiste dans l'histoire de l'humanité, ben, toute chose est dialectique, toute chose a une fin. Alors maintenant, c'est rendu son contraire. C'est une force qui nous retient vers l'arrière, qui nous empêche de nous émanciper et d'avoir la production dans l'intérêt de la majorité, une production socialiste, communiste, etc. Je vais terminer cette partie 1 pour aujourd'hui et je vais recommencer un autre tantôt. Nous sommes rendus à la page 8 du PDF et nous allons commencer le paragraphe qui dit « La découverte de la conception matérialiste de l'histoire ». Merci.